Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et RMC Découverte. C'est un avis, on est assez bluffé quand même de l'invité qui nous a rejoint en plateau, parce que apprendre aux machines à apprendre, une école pour les machines et pour l'intelligence artificielle, ça nous paraît complètement fou. Louis-Alexandre Tessa-Dédari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'école AI. Alors l'école AI, expliquez-nous à quoi ça ressemble une école pour l'intelligence artificielle. Donc nous on se concentre sur la vision informatique, c'est-à-dire apprendre aux machines à reconnaître des choses qui vous sont utiles. Ça peut être le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire pour des docteurs, d'apprendre à une IA à détecter des cellules suspectées cancéreuses. L'interface, malheureusement, on reste assez discret en ce moment, je n'ai pas pu vous la montrer, mais c'est une interface extrêmement simple où vous montrez quelques exemples de ce que vous cherchez dans les images. Et ensuite, notre système va continuellement travailler pour s'améliorer en vous posant des questions régulièrement et en vous permettant de se servir de ses capacités. C'est-à-dire que vous allez quand même former des humains. Vous allez former des humains à former des machines. C'est les humains qui vont former, donc EO, ça va être le produit. On peut imaginer qu'EO, c'est cette intelligence artificielle. Vous-même, un jour, vous pourrez montrer quelques exemples d'images à EO qui apprendra à les reconnaître pour vous plus tard. Mais dans votre école de IA, qui est-ce qui postule, des machines ou des hommes ? C'est des IA qui viennent prendre la leçon de ce que vous voulez leur apprendre. L'école, c'est... Oui, c'est des IA qui vont s'inscrire à votre école. Non, c'est les IA qu'on fabrique pour les mettre à votre service. J'ai passé les 12 dernières années aux États-Unis. L'école, c'était en écho à ce qu'on appelle machine learning, l'apprentissage informatique, et nous on insiste sur ce qui compte maintenant que les machines peuvent apprendre, c'est ce qu'on leur enseigne. Mais alors concrètement, ça veut dire que, mettons, je suis médecin, je montre des images avec par exemple des cellules cancéreuses, la machine va les reconnaître et ensuite va m'interroger sur d'autres images qu'elle va trouver par elle-même, une masse de données que je vais pouvoir mettre à sa disposition. Comment justement cette interaction entre le médecin et la machine va fonctionner pour qu'elle apprenne de plus en plus et devienne finalement un compagnon au quotidien ? Donc on se concentre pour l'instant sur les images microscopiques qui sont des très larges images. On va permettre à un médecin de naviguer très efficacement dans cette image pour montrer à EO, on va dire 10 exemples de ce qu'il cherche. Et mettons dans le cas d'un des partenaires avec lesquels on travaille, c'est des cellules suspectées cancéreuses dans ces images. Le boulot du pathologiste, c'est de faire le diagnostic. Pour l'instant, ça peut mettre 1 à 2 heures pour qu'il survole ces images. Assisté par son IA, ça va mettre 2 minutes. Il va montrer quelques exemples. Ensuite, l'IA ira constamment chercher des nouveaux exemples pour ensuite être à son service dans sa tâche diagnostique. Donc Alexandre, vous levez 3 millions d'euros aujourd'hui, ce matin. Oui. Auprès de qui ? Sofinnova. Ouais. Donc moi, j'ai passé les 12 dernières années aux États-Unis. Ça fait 2 ans que je me rapatrie progressivement en France. Pourquoi vous vous rapatriez en France d'ailleurs ? La France est mon pays, est un pays merveilleux. J'y suis tombé amoureux. Mes parents y sont, et par ailleurs, il y a maintenant un écosystème, des talents extraordinaires dans mon domaine. La question, c'était est-ce qu'on est capable de lever des fonds ? J'aurais pu les lever aux États-Unis. J'ai eu la chance de rencontrer Sofinnova. Et donc, mon capital, maintenant, est en bonne partie français. Mélinda ? On a l'impression que l'IA en médecine, ça devient un partenaire vraiment indissociable. Est-ce que c'est plus simple en médecine d'appliquer de l'IA comme ça que dans d'autres domaines ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Parce qu'on voit que pour la détection des cancers, par exemple, beaucoup de maladies, on arrive à mettre en place des IA de détection et de diagnostic très très tôt. Pourquoi ça marche mieux en médecine que dans d'autres domaines ? Je dirais que comme dans le domaine militaire, les problèmes sont très bien définis. Donc quand on a un problème très bien défini, on peut apprendre à une machine à nous aider à le résoudre. Ensuite, c'est un domaine où on a besoin que les experts transfèrent leurs connaissances. Et enfin, je dirais surtout, c'est heureux que de l'attention et des capitaux se portent là-dessus pour développer ces technologies, puisqu'elles sont les plus utiles à l'humanité, contrairement à certaines IA qui pourraient nous faire perdre du temps. Christophe le disait à l'instant, vous levez 3 millions d'euros. À quoi allez-vous consacrer cette somme ? Donc on a passé les 2 dernières années à créer une preuve de concept de la création de cette interface et de cet agent qui est capable, en gros, à partir de quelques exemples, de s'entraîner et de vous aider par la suite.
Là, les 3 millions vont nous permettre de s'assurer qu'on s'adapte à tous les types de clients qu'on souhaite, à qui on souhaite procurer notre plateforme. Et donc, avec ces 3 millions, principalement s'adapter aux clients dans la recherche biomédicale et le diagnostic biomédical. Donc on a bien compris, cette école, elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait, votre solution va permettre à plein de professionnels, que ce soit effectivement, vous l'avez dit, le médical, la défense ou plein d'autres industries, d'éduquer soi-même son IA pour qu'elle vous assiste et qu'elle vous augmente. Oui. Est-ce qu'un jour, parce qu'on avait une discussion un peu métaphysique pendant la publicité, est-ce qu'un jour l'IA sera capable d'apprendre toute seule, sans l'aide de l'humain, et d'avoir envie parfois de remplacer l'humain? Je pense que ce qu'on appelle IA aujourd'hui, c'est largement de l'apprentissage supervisé, donc on lui donne un but à cette IA. Est-ce que, par exemple, il va y avoir une forme d'abstraction où on donnera à la tâche de l'IA de réduire le taux de mortalité des humains? Et est-ce qu'elle ira d'elle-même chercher les moyens d'imagerie et de détection pour soigner plus vite et mieux les humains? C'est très possible. Sur lui demande de résoudre le réchauffement climatique, si elle pense que la meilleure des solutions, c'est d'éradiquer l'être humain, il faudra aussi le mettre en place. Non, parce que il y a des. Encore une fois, elle est supervisée. On lui donne une tâche. Si elle est supervisée par un Iranien ou un Chinois, je ne sais pas, qui a envie. Je suis sûr qu'il y a des Iraniens ou des Chinois très bien intentionnés. Il peut y en avoir des très mal intentionnés. Quel cas, on peut toujours faire du mal. Mais c'est comme avec tout. Avec une voiture, on peut se déplacer pour faire des choses formidables et on peut faire des accidents et s'écraser. Mais je pense que ce sera une responsabilité politique. C'est une des raisons pour laquelle je suis heureux d'être en France. On est une nation qui pense à ces problèmes et qui s'engage pour éviter ces déviances. Bon, on a quand même ouvert la boîte de Pandore. Hein. Merci beaucoup Louis-Alexandre Etezad Edari, cofondateur président de l'école AI, d'avoir été notre invité.